Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Alors, vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. C'est-à-dire que pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une très belle mobilisation et il était naturel que le podcast Vérité y participe. Je vous en reparle à la fin de l'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Claire Ribouillard, qui est la cofondatrice d'Assopreneur depuis 2020. Assopreneur accompagne les personnes qui veulent changer le monde avec une association. Bonjour Claire et bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Beline, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très très heureuse d'être là et très touchée par votre intérêt. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, pour que nos auditeurs connaissent un petit peu le contexte de notre conversation, donc j'ai voulu évidemment que le podcast participe au podcaston. Et donc, quand on s'inscrit au podcaston, on nous donne une liste d'associations qui ont déjà levé la main pour participer. Et donc, j'ai parcouru cette liste d'associations toutes passionnantes les unes et les autres. Et c'est évidemment, quand j'ai vu Assopreneur, déjà rien que le mot, ça a été... mais évidemment. donc évidemment que j'avais envie de vous interviewer. Je trouve que le sujet de l'assoprenariat, déjà, bravo pour avoir trouvé ce terme parce que c'est vraiment parlant et c'est, je pense, très utile pour l'avenir de l'entrepreneuriat. Et je vous ai choisi aussi parce que vous avez 80% de femmes dans les associations accompagnées. On va donner des chiffres clés aussi sur l'association. Aujourd'hui, c'est 500 associations ou assopreneurs accompagnés. C'est juste colossal. Vous avez 85 experts qui interviennent chaque semaine dans vos programmes, 50 emplois de délégués généraux créés par vos bénéficiaires et 18 000 personnes sensibilisées à l'assoprenariat. J'espère que ce chiffre va exploser avec le podcast Vérité et avec le podcaston parce que on en a parlé souvent dans le podcast Vérité et après je me tais pour vous laisser la parole, Claire. On en a parlé beaucoup dans le podcast Vérité. On est en recherche de nouveaux modèles économiques et moi, ça me tient vraiment à cœur puisque le slogan du podcast, c'est réussir avec amour, foi et intégrité. On est vraiment en recherche de nouvelles façons d'entreprendre, de nouvelles façons de contribuer et surtout d'arrêter de séparer le bien commun et la création de valeur et de prospérité. Donc c'est vraiment pour ça aussi que je vous ai choisi. C'est un sujet qui m'intéresse, que je voulais aborder dans le podcast et savoir comment on fait pour avoir une activité à mission, que ce soit une entreprise à mission ou une association. Je mets un petit peu ça dans le même panier, même si c'est pas les mêmes fonctionnements en interne, ni la même législation. Mais comment on fait pour servir, pour œuvrer et pour créer quelque chose de lucratif et pouvoir se rémunérer, puisque vous avez une majorité de femmes dans vos accompagnés. Donc, vous le savez aussi, 80% des femmes dirigeantes ne se rémunèrent pas suffisamment de leur activité. Donc, moi, la première question, évidemment, à laquelle on va répondre dans ce podcast ensemble, c'est comment on fait pour gagner de l'argent suffisamment, en fait, avec le statut associatif. Parce que c'est aussi ça, la pérennité d'une association. Donc, maintenant, je me tais. Je vous laisse la parole, Claire. Dites-nous avant tout, où est-ce que vous vous situez pour qu'on puisse vous imaginer dans votre environnement ?
Eh bien, avec grand plaisir. Je suis lyonnaise, donc je suis à Lyon, Lyon 9e, exactement. Moi, j'habite dans les Monts du Lyonnais, mais là pour aujourd'hui, pour l'interview, je suis dans Lyon, voilà, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, super. Donc là, vous êtes chez vous, vous êtes dans un bureau, dites-nous. Je suis chez mon compagnon. Je Ok, suis chez mon super. compagnon qui Donc habite dans à un Lyon. appartement. Voilà, Ok, c'est ça, dans un appartement, dans son appartement. Quand je viens, je pose mes valises pour une semaine ou deux avec mon chat qui est sur le ok. canapé, qui surveille. Et puis, mais sinon, moi, j'habite dans une maison dans les Monts du Lyonnais avec un pré avec des moutons en face de moi. Après la ville, après Ouais. Lyon, c'est vrai que voilà, j'ai déménagé là-bas il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et j'apprécie de revenir dans Lyon quand je viens chez mon compagnon. Donc là, je Mhm. suis très bien. Je suis en home office, en fait. Voilà. Oui. En fait, je suis en home office. On n'a pas de bureau physique avec Assopreneur parce qu'on n'a pas, Ok. pour l'instant, les moyens d'avoir cette charge-là. Donc, Oui. avec ma cofondatrice, nous sommes toutes les deux à la maison, mais avec le bon équipement, en tout cas. Bon. Et votre associée, elle est sur Lyon aussi? Eh bien, mon associé, enfin ma cofondatrice, je vais dire, parce que c'est vrai vous allez voir dans tout l'épisode, on utilise des termes très très différents. Oui. Et donc, voilà, si vous me permettez, je vais à chaque fois Mais bien reprendre. sûr, bien sûr. Donc voilà, nous on dit on n'a pas d'associés, mais on a des cofondateurs et cofondatrices parce Oui. qu'en fait il n'y a pas il y a pas de propriété du capital, Oui. contrairement au lucratif où on a une propriété de capital quand on est associé. Voilà, donc on est cofondatrice et elle habite dans le Nord Isère, donc c'est aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à 45 minutes de Lyon, mais complètement sur la route des montagnes en fait, sur la route des stations. Donc voilà, à côté Hmm. d'entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Ok. Donc on la salue. J'espère qu'elle appréciera cet épisode. On aurait pu le faire ensemble d'ailleurs, toutes les trois. Euh, j'ai- J'aurais bien aimé, mais en fait, on a plein de réunions en ce moment aussi. Voilà, elle est missionnée sur une autre réunion à Lyon avec des partenaires institutionnels du monde associatif en ce moment même. Sinon, elle aurait adoré être là. Bon. Euh, alors pour parler un petit peu pour présenter un petit peu votre parcours afin que les auditeurs vous connaissent et remettre un contexte aussi avant qu'on aborde les thématiques qu'on voulait aborder dans ce podcast. Donc je voulais dire que vous avez un parcours d'études, vous avez un bac+5 en administration économique et sociale et en marketing territorial. Vous me disiez que vous avez toujours su que vous vouliez entreprendre. Ça a toujours été quelque chose d'évident pour vous. Vous avez commencé votre carrière, vous avez fait un premier début de carrière sur le métier de délégué général, donc tout de Oui. suite déjà dans l'associatif. Vous pilotiez des associations depuis 2006. Donc, vous me disiez plus particulièrement, c'était surtout des associations d'entreprises, des clusters d'entreprises, des pôles d'excellence. Et l'idée, c'était vraiment de développer l'économie locale, de créer de l'emploi, d'attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. Donc, je vous demandais si c'était un peu comme la CCI. Vous me disiez que, par exemple, oui, effectivement, la CCI était membre de ce pôle. Mhm. Donc l'assoprenariat, c'est un terme que vous avez créé. Oui. Vous êtes devenu assopreneur, vous avez créé l'association en 2020, mais vous aviez quitté votre CDI en 2016 Mhm. pour vous lancer dans l'assoprenariat. Vous imaginez une recette pour pérenniser une association parce que, effectivement, durant votre carrière de délégué général, vous avez vu tellement d'associations mettre la clé sous la porte que ça vous tenait à cœur, en fait, de les aider. Euh, donc, vous me disiez que c'était surtout une question de subvention, que finalement, il n'y avait pas assez de subventions, ou que les subventions s'arrêtaient, ou qu'on ne savait pas comment aller réclamer des subventions. C'est un peu ça? En fait, c'est que le monde du financement des associations, qu'on peut appeler le monde de la philanthropie aussi, et des subventions a énormément changé en 20 ans. Ces 20 dernières années et les subventions, il y en a presque plus. En fait, c'est en train de disparaître, comme peau de chagrin en tout cas. Et dans cette transition où on avait il y a 20 ans beaucoup de subventions, beaucoup plus en tout cas qu'aujourd'hui, quand ça a commencé à décliner ces fameuses subventions, excusez-moi, eh bien, il y a des associations qui ont malheureusement pas eu le temps de retravailler leur modèle économique, ni même de percevoir ce changement. Et il y a des conventions de subvention qui étaient triennales à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, qui s'arrêtaient même en cours d'année. En Hmm. gros, pof, vous avez eu un premier acompte, et ben on vous dit d'un jour que les 2 derniers acomptes de l'année, vous les aurez pas. Et ça a fait mourir plein d'associations. Et puis les associations ne savaient pas en fait comment aller chercher l'argent ailleurs. Et c'est ça que j'ai vu moi en fait dans ma dans ma carrière de DG.
de délégué général salarié. J'avais plein d'associations, amis, partenaires autour de moi avec qui on bossait. Et puis je les voyais mourir en fait les unes après les autres, ou même à titre personnel. Et ça me retournait le ventre, ça me faisait vraiment mal au cœur. Et j'avais l'impression que je pouvais peut-être un peu aider, ou j'avais l'impression que peut-être j'aurais pu faire quelque chose. Je me sentais appelée. Et ça a été trop fort au bout de 10 ans de salariat où je voyais trop d'assos mourir. Et où moi-même, je vivais quand même quelque chose de très difficile pour pérenniser celle que je dirigeais en tant que salariée. Mais je me suis dit, mais en fait, moi-même, j'ai déjà du mal alors que c'est mon métier. Mais comment font les gens qui ont un métier différent, coiffeuse, coiffeur, je sais pas moi, plombier, médecin, ou avocate. Comment ils font ces gens-là pour lancer leur association, prendre soin des autres autour d'eux et réussir à la pérenniser quand nous-mêmes qui sommes du métier, on a beaucoup de mal. Et ça a été le déclic de dire, ok, bah moi je vais faire en sorte, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une association qui meurt. En tout cas, vraiment, je vais essayer. C'était ça le déclic. Et donc pour ça, vous créez une méthode, la méthode des 4 piliers qu'on peut retrouver sur le site de l'Assopreneur. Vous lancez un podcast, le podcast Assopreneur. En Exactement. 2020, votre amie Chloé vous rejoint donc associalement et vous créez l'association à ce moment-là. Alors c'est un petit peu avant, si je peux peut-être préciser. Ah, En fait, il y a les... En 2016, j'ai quitté mon CDI de délégué général salarié et je me suis lancée un peu seule pour essayer d'aider. Et là, 2 ans plus tard, en 2018, une de mes meilleures amies s'est retrouvée elle aussi, au chômage après avoir essuyé des plâtres avec plein de managers toxiques. hmm. Euh, et donc, elle était en burn-outage, complètement cassée par le management patriarcal toxique. C'était une catastrophe. Et en fait, bah, elle avait du temps. Et moi, j'étais débordée de travail à essayer de faire des choses toute seule. Et je commençais à décliner, sincèrement, très personnellement, parce que c'était très, très dur de travailler toute seule. Et je crois que c'était pas fait pour moi. Surtout après avoir quitté un job salarié où je dirigeais des assos avec peut-être 200, 300 membres et 500 personnes bénévoles, en fait, à chaque fois. Donc, je suis Hmm. passée d'un univers avec plein, plein d'êtres humains et d'êtres humaines à me retrouver moi toute seule chez moi en home office à essayer de développer quelque chose et c'était super dur. Donc je déclinais en fait petit à petit. Et en plus j'étais pas à l'aise dans le statut juridique parce que j'étais en société coopérative à l'époque. Alors c'était déjà dans le l'ESS, j'avais déjà choisi un statut, mais je savais que c'était pas une société que je voulais créer. Moi je savais que c'était une association que je voulais créer. Donc je Hmm. déclinais et cette amie qui était là m'a dit OK, bah moi j'ai du temps, je vais t'aider parce que je vois que tu... Et là, j'ai commencé à lui proposer des missions et je lui donnais ce que je trouvais le plus intéressant en fait, faire des PowerPoint, préparer des textes, tout ce que moi je trouvais intéressant. Et en fait pour elle c'était pas du tout ce qui lui plaisait. Et donc à un Hmm. moment elle me disait mais non mais moi les PowerPoint c'est pas mon truc. Ce que j'aime moi c'est faire je sais pas de la compta, te faire tes prévisionnels, des budgets, tes devis, tes factures. Et là je fais oh tu aimes faire ça? Pas possible. Tu aimes faire ça dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc bah on a commencé à se rendre compte qu'on était très complémentaires et que ce que l'une n'aimait pas faire, l'autre adorait le faire. Et donc, ça, elle a mis le doigt un petit peu dans l'engrenage, un peu comme ça, un engrenage bénéfique, j'espère. Et finalement, bah, au bout de 2 ans, on s'est dit, elle m'a dit, mais stop. Donc, au bout de 2 ans, elle était complètement dans l'affaire. Elle avait plus du tout dans l'organisation. Elle avait plus du tout envie de retrouver un job salarié classique. Et en fait, elle Hmm. m'a dit, mais ça fait des années que tu me parles de créer cette association ou avec un programme solidaire pour accompagner les assopreneurs. On y va. Et c'est grâce à elle, elle a tapé du poing sur la table pour dire, je te vois décliner tous les jours, ça suffit. On y va, on arrête tout. Ah mais vraiment, elle m'a sauvée en fait. Et hop, on a tout arrêté, on a quitté la société coopérative, on a lancé l'association Assopreneur et boum, c'était parti. Magnifique. Alors, dites-nous un peu comment fonctionne cette association aujourd'hui sur un aspect entrepreneurial. Donc, on a compris la mission de l'association. Vous fonctionnez avec donc des fonds. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus après. Vous avez donc 85 bénévoles. Vous avez accompagné plus de 500 personnes ou presque 500 personnes euh, à pérenniser, en fait, aussi bien à créer de l'emploi qu'à pérenniser leur modèle. Donc, dites-nous, c'est quoi les coulisses d'Assopreneur? Euh, les coulisses d'Assopreneur, c'est déjà on est toutes les deux portées par cette vraiment cette passion pour l'assopreneuriat parce qu'en fait pour nous les associations, ce statut juridique de l'association, c'est le plus beau véhicule pour prendre soin des autres autour de soi, prendre soin des personnes autour de nous ou dans des pays étrangers qu'on aurait traversés, où on aurait vu des choses qui n'allaient pas. Vraiment, l'associatif, c'est ça qui change tout, parce qu'il y a un élément très important qui est la non-lucrativité.
le non-enrichissement personnel. Ça, c'est obligatoire dans le monde associatif. On ne peut pas s'enrichir personnellement. Et donc, on est quasiment forcément dans l'intérêt général. Et c'était pour cela que on est vraiment porté par ça dans l'équipe en fait. Donc les coulisses déjà c'est ça, c'est être vraiment intimement persuadé que les associations contribuent à changer le monde, qu'elles prennent soin des autres, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, la planète ou les êtres humains bien sûr. Mais on est aussi intimement persuadé que c'est très difficile de pérenniser ces assos, que c'est très dur d'avoir un modèle économique qui finance un objet social, environnemental, culturel, humanitaire, quel que soit l'objet, c'est très difficile. Et donc, on est persuadé aussi, ce qui nous anime dans les coulisses, c'est qu'il y a énormément de choses à faire pour aider, qu'il y a énormément de détresse dans le monde associatif chez les assopreneurs, c'est-à-dire les personnes qui choisissent de créer une association et donc d'entreprendre en association. Et, euh, et nous, on a envie d'aider parce on trouve que c'est pas normal que chez les assopreneurs, il y ait autant de burn-outage. On n'en parle pas du tout dans le monde associatif. Le burn-outage associatif, c'est que quand vous menez votre association de front avec votre boulot, parfois même déjà une entreprise ailleurs, beaucoup de personnes sont assopreneuses et entrepreneuses, et quand vous avez votre vie de famille en plus, et ben ça peut mener vraiment au surmenage, c'est énorme. Et si jamais vous quittez un peu votre job, allez à 4/5e, 3/5e, pour se consacrer à l'asso, eh bien, vous ne savez pas comment en vivre de votre asso, vous ne savez pas quels sont les flux financiers que vous avez le droit de faire dans le respect de l'intérêt général. Je tiens vraiment à préciser que tout ce qu'on fait, c'est dans la non-lucrativité, dans le respect de l'intérêt général. Eh bien, les personnes se retrouvent, en fait, peu à peu, en détresse financière, parce qu'elles perdent des jours de travail, donc du salaire, mais en face, il n'y a rien d'autre qui vient, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et on a beaucoup d'assopreneurs qui, parfois même, quittent leur job, donc ont parfois les 2 ans de chômage, mais ne savant pas comment faire, se retrouvent après au RSA. Il y a une détresse financière ou une détresse de burn-outage qui est terrible. Et c'est ça aussi qui peut mener à ce que, en plus de tout ce qu'il y a de difficultés à pérenniser une asso, qui peut mener à ce que le monde associatif fasse du bien, mais que parfois ça fait du mal. Et nous, on trouve que c'est pas normal, en fait, ça. Donc on est vraiment porté par ça. Et une dernière chose peut-être, c'est qu'on est intimement persuadé qu'il y a 1 million d'emplois à créer dans l'assoprenariat, tellement on est en retard en France. Parce que si je vous demande, par exemple, Ombeline, si, à votre avis, combien il y a d'associations actives en France? Est-ce que vous sauriez? Aucune idée. Eh bien, c'est 1 500 000 associations actives en Ouais. France. C'est énorme. Et à votre avis, quel pourcentage d'entre elles ont au moins, un salarié? Quel pourcentage de ces 1 500 000 ont au moins un salarié? Ça peut, je pense. Oui, très peu. C'est 10%. C'est très, très Ouais. peu. C'est trop peu, en fait. Donc, c'est pour ça, il y a un gap énorme. Et vous le disiez dans votre introduction, c'est que l'association et l'assoprenariat, c'est une réponse au chômage, ça c'est certain. C'est une Mm. réponse aux besoins de sens des personnes, la population, des citoyens. Et puis c'est une des voies de la transition professionnelle. Et on a beaucoup de femmes, donc on a 80% de femmes dans nos bénéficiaires, et on en a énormément, un grand nombre d'entre elles, je pense que c'est peut-être 60%, qui sont en transition professionnelle après un burn-outage, malheureusement. Pas Mm. que, mais souvent. Ça revient beaucoup. Donc voilà, Mm. dans nos coulisses, on est porté par ça. Et nous sommes 2 personnes avec Chloé, donc Chloé et Claire, voilà, à piloter la Sopreneur. Et on est toutes les deux chez nous. On a commencé toutes seules avec nos petites mains et notre argent à nous. Vous me demandiez tout à l'heure comment on arrive à financer l'association qui aide à pérenniser les autres assos. Comment on arrive à la pérenniser nous-mêmes. Mm. En fait, on a commencé par mettre tout notre argent personnel dedans, hein, clairement. On a mis peut-être 10 000 euros, 5 à 10 000 euros chacune parce que au départ, il faut amorcer la pompe et cet argent, en fait, contrairement au monde de l'entrepreneuriat classique, cet argent, il est pas capitalisé pour nous. Il a été donné à Mm. l'asso et l'asso ne nous appartient pas, en fait. L'asso, c'est ça qui est beau, je trouve, dans l'entrepreneuriat en association, c'est que vous le faites forcément pour les autres. En tout cas, pas pour vous. Pas que, enfin, vous le faites vraiment parce que tout ce que vous faites en assoprenariat, ça vous appartient pas, en fait. Mhm. L'association est un être vivant, mais qui est déjà indépendante. Elle n'appartient qu'à ses membres. Et des membres, il y en a toujours beaucoup, en fait, toujours plusieurs. Il y en a de plus en plus au fur et à mesure des années. Donc, même si vous êtes fondatrice et que vous avez mis 10 000 euros dans votre association, bah, vous n'allez pas les récupérer le jour où vous partez et vous n'allez pas les récupérer le jour où l'asso arrive à avoir un petit peu de budget pour se financer. C'est quelque chose que vous donnez, en fait. Ouais. C'est le fait de pas avoir de lucrativité dans l'entrepreneuriat en association je trouve que ça change tout sur la vision, sur le long terme, sur ce qu'on donne au monde. Ça change vraiment toutes les relations. On n'est plus dans une relation client-fournisseur en association. On est dans des relations partenariales.
dans du bénévolat, mais on est dans des relations de gagnant-gagnant et beaucoup dans le don en fait, parce que les associations se financent, aller à je dirais à à 60% par la philanthropie et même plus que ça, c'est à 70% par la philanthropie. Minimum, les associations D'accord. sont financées minimum par 70% de philanthropie. Donc, c'est-à-dire du don en fait. Et je trouve que Ok. c'est magnifique. Et c'est en association, en fait, tout est possible. Dans l'entrepreneuriat, tout est possible. On peut tout faire en association. C'est incroyable la force du non lucratif. Hmm. Tout à l'heure, vous parliez de burn-out associatif. Est-ce que les chiffres sont plus élevés dans le monde associatif en termes de burn-out? Eh bien, on n'a pas de chiffres, Vous n'avez pas de justement. chiffres? Ouais. Non. Ouais. En fait, il y a dans la, je sais pas comment vous-même vous voyez le monde associatif par rapport à ce que vous en connaissez à titre personnel ou peut-être professionnel, mais souvent il y a un gros flou autour du monde associatif. On sait souvent pas ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Au niveau de la loi 1901, qu'est-ce que c'est que cette loi 1901? Est-ce que c'est une loi? On sait pas. Et on n'a pas de chiffres en plus, très très peu de chiffres et de données. Alors de plus en plus, il y a des observatoires. Il y a Recherche et Solidarité qui est l'asso un peu de recherche de notre secteur, qui publie des enquêtes chaque année. Elle vient d'en sortir une là avec des chiffres de 2023, mais on n'a pas encore toutes les statistiques qu'on aimerait avoir. Et là-dessus, ça, moi, j'ai encore jamais trouvé de statistiques sur le burn-outage associatif, malheureusement, pour l'instant. Hmm. Et dans les 500 personnes que vous avez accompagnées, est-ce que c'était vous les avez accompagnées avant la création de l'association ou c'était des associations déjà existantes? Eh bien les deux, parce que ça fait partie de notre positionnement et de notre différenciation, c'est qu'on accompagne toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre et d'agir en association, que l'on soit déjà lancé ou pas. Et c'est vrai que dans nos bénéficiaires, ça se retrouve. On va vraiment avoir on a des personnes qui sont lancées depuis 10 ans. On a des personnes qui sont encore dans leur poste avec une idée de transition professionnelle. On a des Hmm. personnes qui viennent juste de déposer les statuts, d'autres qui ne les ont pas encore déposés. Donc on a vraiment tout type. On a de plus en plus de personnes qui veulent créer une association parce que comme vous l'avez dit, on a sensibilisé 18 000 personnes. Donc, en fait, plus on sensibilise, plus il y a des personnes qui se lancent. Et il y a vraiment une méconnaissance totale de la possibilité d'entreprendre en association. Donc, je pense que cette part de personnes qui n'ont pas encore lancé va augmenter chez nos bénéficiaires parce que le discours que l'on a justement permet de peut-être de trouver sa voie, sa vocation, ou en tout cas permet d'oser se lancer. Parce que souvent les personnes nous disent, mais je savais pas que je pouvais créer mon emploi dans mon association, je ne savais Hmm. pas comment j'allais pouvoir en vivre, j'ai besoin d'un salaire, comment je fais? Et Ouais. donc le fait de nous en parler, expliquer et former et accompagner, ça permet aux personnes de se lancer et de rêver grand et plus grand parfois encore, et d'avoir encore Ouais. plus d'impact. Mais en fait, par rapport au burn-out, c'était pour savoir si effectivement il y avait, je sais pas, la moitié des 500 personnes que vous avez accompagnées qui étaient déjà en poste et qui peut-être venaient à vous parce qu'elles étaient au bord du burn-out. Au bord du burn-out. Au bord du burn-out. Donc, Euh, Moi, j'ai un petit chiffre peut-être juste par rapport. Alors ça, je le sais pas exactement parce qu'on n'a pas encore ce chiffre-là. On est en train de mener la première mesure d'impact d'Assopreneur là au bout de 3 ans ouais, ouais, pour notre quatrième année. Donc c'est une démarche qui va nous prendre 1 an. C'est très très lourd la mesure d'impact pour les associations. Ça coûte très cher. On a la chance de le faire avec des bénévoles encore une fois. ouais. Donc on a beaucoup beaucoup de chance. Et donc là, j'aurai peut-être ces chiffres l'année prochaine si on se Ok. reparle, si on fait un petit Oui. update. Mais en revanche, le chiffre que j'ai, c'est que il y a énormément de personnes qui ont vécu un burn-out dans les assopreneurs qu'on accompagne. J'ai pas le chiffre, mais il y en a énormément et qui transitionnent parce que c'est hors de question de retourner dans ce monde de l'économie classique où ils ont été malmenés en fait, et qui décident de travailler sur leur cause profonde. Et Mhm. on a réussi à éviter 40 burn-outages à des personnes qui arrivent chez nous en disant aidez-moi parce que là j'en peux plus. Burn-outage associatif, hein, je parle. Donc Mhm. déjà lancé. Il y a eu 40 personnes pardon où on a réussi à éviter ce burn-outage. Et par contre, il y a 3 personnes pour qui c'était trop tard ou j'ai pas réussi, ou en tout cas on n'a pas réussi à les aider. Enfin, je pense que c'était un petit peu trop tard et où ces personnes ont fini en arrêt maladie juste derrière, Ouais. malheureusement. Oui, Donc c'est un chiffre peut-être qu'on suit. ils ont toqué à la porte un peu tard. Je crois malheureusement. Ok. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose à proposer pour les personnes qui sont passées par le burn-out et qui n'ont pas envie de lâcher l'association. Mm. Euh, Oui. Peut-être un retour à leur job.
Donc, vous me disiez 70% de philanthropie. Oui, Dans les associations en France, il y a seulement 10% d'entre elles qui ont au moins un salarié. oui. On a abordé quand même dans le podcast ce sujet de l'associatif avec Annabelle Brouran de l'association Hope. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, je vous invite à écouter cet épisode. Mhm. Et effectivement, elle disait, enfin, la source d'épuisement Mhm. pour elle, c'est la récolte de fonds. Ah bah, je partage à 100 000%. Voilà, voilà. Et donc, c'est vrai que quand on est dans un état d'esprit où on est dans le don, ben, on est dans le don un peu sur tous les plans, finalement. C'est On est ça. dans le don de soi, on est dans le don de son énergie, on donne tout. Annabelle, c'est ce qu'elle exprime, hein, elle donne tout à son association. Euh, et elle en reçoit. Alors je lui pose la question à un moment, je lui dis, qu'est-ce que tu reçois de Hope? Et là, elle a une énorme émotion qui arrive parce qu'elle dit, mais en fait, je reçois tellement d'amour. Et elle dit, si les gens savaient à quel point on reçoit tellement quand on donne. Ouais. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est à quel point ça l'épuise d'aller tout le temps devoir réclamer alors qu'elle est dans le don d'elle-même et qu'elle-même ne se rémunère pas. Elle n'est pas salariée de l'association. Il y a des salariés dans l'association, mais elle, voilà. Donc, pour moi, le paradigme et l'équilibre difficile à trouver et que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est ça, Mhm. c'est comment être dans le don de soi et en même temps recevoir. Mhm. Parce que c'est quand même une grande difficulté des femmes hein, d'apprendre à recevoir. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'elles soient toutes hyper attirées par le statut associatif parce que ça vient évidemment honorer des valeurs. Ouais. Mais d'un autre côté, même si on dit bah, je ne fais pas ça pour mes propres intérêts, mais il y a quand même un besoin de rentabiliser, il y a quand même un besoin de créer de la valeur, pas pour soi, mais pour l'association, pour les membres, pour peut-être le secteur dans lequel on agit. Donc voilà, j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est votre vision de ça, de ce don de soi et en même temps de quand même aller chercher de l'argent, chercher des financements? Dites-moi comment vous le vivez. Il y a plein de choses qui viennent à ce que vous dites et je partage vraiment le vécu de votre invitée assopreneuse de Hope complètement. Enfin vraiment moi c'est vraiment ce que je vis aussi. On donne tout à notre asso. Et quand j'étais déléguée générale salariée, donc j'étais pas la cofondatrice, mais je donnais déjà tout en fait. C'est ça qui est dingue. Parce que même en n'étant pas la cofondatrice, mais seulement la DG salariée à l'époque, je recevais beaucoup aussi des bénévoles, des partenaires, et c'était un peu mon bébé aussi ces assos déjà. Et là, maintenant que je suis devenue assopreneuse avec Chloé, eh bien c'est à un niveau mais encore plus important. J'aurais jamais pensé que je pouvais travailler encore davantage et être encore plus impliquée que ce que j'étais déjà avant. Donc c'est incroyable. Mm. En fait, c'est que quand on travaille sur sa cause profonde, et je sais pas quelle est la cause de Hope, mais je pense que cette assopreneuse dont vous me parlez était sur sa cause profonde certainement. C'est pour ça qu'il y a autant d'émotions et qu'on donne autant parce que qu'on est sur nos tripes en fait. On est sur ce qui nous révolte dans le monde et on décide de faire un pas de côté pour dire bah non, je vais plus jamais ou moins ou essayer de sauver. Donc tous les assopreneurs, toutes les assopreneuses sont des personnes qui ont vu un manquement, une souffrance, une injustice, et qui ressentent un c'est pas normal que, et décident d'agir. Donc ça, déjà ça, c'est incroyable, toutes ces personnes qui décident de faire quelque chose pour les autres. Et nous, en fait, Après on est ça, vraiment là-dedans. je le retrouve dans toutes les femmes entrepreneurs que Oui, j'interviewe. Ouais. complètement. Complètement. Et effectivement, nous on le vit complètement. On donne tout à notre asso. Bah, l'argent personnel qu'on a mis dedans au départ, on le retrouvera jamais. Bon, enfin, c'est certain. Le salaire qu'on arrive à se payer, bah, c'est 1 500 € par mois. Donc on vit pas super aisément avec 1 500 € par mois. Hein. C'est difficile. On donne tout son temps, son énergie. Et en fait, quand vous êtes assopreneuse, il y a plus de limite entre la vie perso et la vie professionnelle. Quand on est dans une entreprise, enfin, je pense que quand on est entrepreneur, c'est pareil. Mais quand on est salarié, généralement, on arrive, on parle toujours de la limite entre vie perso et vie pro. Quand on est assopreneuse, on l'a pas, parce qu'en plus, on sait que ce que l'on fait du bien autour et a un impact positif. Donc, c'est très dur de se poser des limites pour ne pas Mhm. exploser en plein vol, justement. C'est aussi une des raisons du burn-outage dans le monde associatif.
Donc alors l'argent, l'argent en fait c'est nous notre discours en tout cas et c'est celui que j'ai, c'est que je pars de ma propre expérience. Moi je savais que je voulais aider toutes les personnes qui créent une association parce que je suis persuadée que ça fait tellement de bien autour de soi et qu'on en a besoin. Mais je savais aussi que pour pouvoir créer mon asso avec l'ambition que j'avais pour elle, je devais quitter mon job parce que j'allais pas pouvoir faire les deux en même temps. Sinon moi j'allais exploser par rapport à ma façon de travailler. J'ai peut-être trop d'implications, je ne sais pas, hein, mais c'était pas possible. Donc, je devais quitter mon job. Mais alors, comment je fais si j'ai jamais de salaire qui rentre? Donc, c'est là où je me suis dit, OK, quelle est la technique pour pouvoir respecter l'intérêt général, qui est très codifié par le code des impôts, hein, on respecte à 100 000 on prend aucun risque et les assopreneurs respectent tous à 100 000 Eh bien, la seule solution pour pouvoir vivre de son asso en respectant la non-lucrativité et l'intérêt général, c'est de quitter la dirigeance bénévole. Donc, c'est le dernier lâcher prise ultime de l'assopreneuriat. On quitte tout. Et on passe salarié de l'asso et il y a une gouvernance qui se met en place à la place et qui dirige bénévolement. Et nous, on est là pour accompagner, aider bien sûr donner la vision et tout ça, mais on n'est plus dans la dirigeance bénévole. C'est-à-dire que l'association qui déjà nous appartenait pas du tout, elle appartient plus du tout. On n'est même plus responsable d'elle au niveau pénal ni fiscal. On devient salarié et on n'a aucun enrichissement, aucune propriété de capital, et en plus on n'a même plus de dirigeance bénévole. Il n'y a plus rien. Donc en fait, les personnes qui sont assopreneuses, qui deviennent salariés de leur asso, mais en fait c'est que on a passé le stade ultime de lâcher prise en fait, de la propriété. Il n'y a plus de propriété. Alors, si je peux me permettre, pour moi, il reste quand même quelque chose qui est la notion du principe source qui a été créé par Peter Koenig et dont on a parlé, auquel je suis formée d'ailleurs avec Christian Junot, dont on a parlé dans le podcast Vérité. Donc il reste ça, il reste la personne source de l'association. Oui, c'est vrai. On reste. C'est vrai que c'est ce que je dis aux membres à qui j'explique la seule façon que l'on a de pouvoir se salarier comme ça, me disent mais ça veut dire que les nouveaux dirigeants peuvent me dégager en fait, tout simplement. Et si je leur plais pas, si ma façon de faire ne leur plaît pas, ils peuvent me dégager. Et je leur dis bah déjà si on en arrive là, il vaut peut-être mieux arrêter effectivement la relation d'un côté ou de l'autre parce que ça va pas du tout quoi. Si on en arrive là, on risque un burn-outage professionnel, ça va pas. Mais ce que je leur explique, c'est que on restera toujours fondatrice et fondateur. On pourra jamais nous l'enlever. Voilà. Donc, et ça, et tant qu'on est là et qu'on fait les choses bien et qu'on devient pas complètement fou à faire n'importe quoi, il y a aucune raison que la dirigeance nous dégage, en fait. Absolument pas, au contraire. Parce que oui, je pense il y a ce que vous dites. Oui, puis il y a, dans le principe source, il y a quand même un côté aussi un peu mystique. Donc voilà, il y a, en fait, en tant que personne source, vous êtes gardienne. Vous êtes gardienne de quelque chose. Enfin, une association ou une entreprise, c'est aussi un égrégore, c'est aussi un système énergétique, on va dire. Et donc, sur ce plan-là, c'est vous le canal. C'est vous la gardienne de ça. La gardienne aussi de sa vision, de sa mission, de ce pourquoi elle existe. Et par expérience, je sais que quand cette personne source ne se reconnaît pas, ne s'assume pas, ou qu'elle est mise de côté par effectivement une dirigeance bénévole, ça fonctionne pas. Oui, ah bah complètement, ça fonctionne plus du tout. Et ce terme-là me parle beaucoup. On m'a souvent dit que j'étais la gardienne du temple. C'est ça, exactement ça. C'est drôle. Exactement ça. Oui. Oui. Donc il reste ça. Et donc dites-moi donc effectivement. Donc il y a un bureau qui est bénévole et vous en tant que gardienne de ce temple, vous lâchez un peu les rênes de la direction, mais vous restez quand même porteuse de la vision. Oui. Et donc vous devenez salarié, vous vous rémunérez 1 500 € par mois. Donc il y a quand même, pour qu'une association fonctionne, il faut quand même qu'il y en ait d'autres qui gagnent de l'argent. Alors cette question de l'argent, c'est hyper important de l'aborder et vraiment, je suis très contente que vous me proposiez qu'on en discute. On n'a pas trop de termes de rentabilité, nous, dans l'assopreneuriat. On n'a pas trop de termes de quelqu'un qui doit gagner de l'argent. En fait, on va vraiment être sur le champ de la philanthropie avec des termes et des notions vraiment différentes. C'est plutôt, en fait, il faut que l'association collecte plus d'argent qu'elle n'en a besoin pour financer ses activités. Parce que personne ne finit son année à zéro. Il y a aussi un espèce de flou, c'est que tous les subventionneurs attendent de nous que notre budget prévisionnel finisse à zéro, vous savez, sans aucun report à nouveau.
Mais quelle entreprise se finance comme ça? Quelle famille a un budget qui finit à zéro? À part si on n'a pas le choix, je veux dire. Hein. Quand on n'a pas le choix, on finit même parfois à moins. Mais je veux dire, quand on le peut, on essaye de pas finir à zéro. Et pourtant, on oblige les associations à avoir des budgets prévisionnels qui finissent à zéro, qui s'équilibrent. Et si jamais on finit pas à zéro, si l'association a un petit résultat positif, les subventionnaires disent ah bah vous avez de l'argent, vous n'avez pas besoin de nous. Et on se marche sur la tête hein, au niveau des subventions publiques, c'est une catastrophe. Donc en fait, il y a une espèce de, on doit être un peu comme, on doit être pas, il y a comme une dualité où il faut montrer qu'on gagne pas d'argent, mais il faut quand même que l'association mette un peu de côté chaque mois, parce qu'en cas de coup dur, en cas de, on sait pas ce qui bien peut se sûr. passer. Donc voilà, on est obligé Et puis pourquoi l'association aurait pas, elle, le droit de capitaliser, en fait, pour justement investir, etc. Ouais. Ah bon, on est bien d'accord. Ça, c'est, en fait, ce sont toutes les idées reçues, un peu les non-dits aussi, et le flou autour du statut associatif, ou même les subventionneurs, et les structures qui représentent le monde associatif ne disent pas toujours très clairement que on a le droit, l'association a le droit de collecter de l'argent. C'est pour ça que je dis pas gagner, parce que l'association, elle en gagne pas, en fait, en vrai. Elle collecte de l'argent. Et je disais à 70% philanthropie, pourquoi? Parce que quand on respecte les conditions de l'intérêt général, donc c'est les codes des impôts ou la loi de finances, eh bien, on a le droit de faire maximum 25-30% de vente commerciale. Donc, on a le droit d'aller chercher de l'argent, maximum 30% en vente commerciale. Avec, donc, une vente commerciale avec, comme si on était une entreprise avec un vrai prix de vente avec une petite marge. Ça, c'est maximum 30% de notre budget de l'année. Et donc, les 70% minimum, c'est la philanthropie. Donc, vous voyez, on va pas gagner de l'argent. On va trouver des moyens d'aller collecter de l'argent. Et dans ces moyens, il y a un peu de vente commerciale, mais très peu. Nous, par exemple, on n'est pas aux 30%, on doit être à 15%, même pas. Parce qu'on est à 80, plus de pourcents de philanthropie. Donc, c'est une des branches de la recherche de fonds. Donc, moi, ce que j'explique, c'est que l'association, elle doit collecter de l'argent. Et elle a plein de façons d'aller collecter cet argent. On doit constituer un bouquet de collecte de fonds. Parce qu'on ne peut plus, et ça fait longtemps que c'est fini, on ne peut pas être sur un seul financement. Par exemple, un gros financement de la région, un gros financement d'une métropole, un gros financement d'un seul mécène ou d'une seule fondation. C'est trop dangereux. Et en plus, ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Avant, la philanthropie, c'était et les subventions aussi, c'était je vous donne de l'argent, toi association, je te donne de l'argent pour un programme d'action global que tu vas mener sur l'année. Et cet argent, tu le répartis comme tu peux, comme tu veux. Donc on mettait un peu de sous dans l'AG, beaucoup de sous sur le terrain, un petit peu de sous sur les frais de fonctionnement, parce que c'est normal, il y en a toujours. Et voilà, et on se débrouillait. Et en 20 ans, la philanthropie s'est passée de ça à je te finance toi association pour un projet de ton programme d'action, un seul. Et il faut qu'il soit nouveau, innovant, qu'il soit scalable, comme le monde des startups. Et il faut que surtout, personne d'autre que toi ne l'ait fait avant, que toi tu l'aies certainement pas fait avant. Donc tout ce qui est en deuxième année, c'est mort, faut recommencer, faut réimaginer. Et je te donne cet argent sans frais de fonctionnement, sans frais de salaire. Démerde-toi. En gros, j'exagère, il y a quelques super financeurs et quelques super fondations qui acceptent de financer les frais de fonctionnement, mais c'est très rare en fait. Donc il y a vraiment sur la philanthropie, elle a beaucoup changé. Et moi aujourd'hui, je remercie parce que sans la philanthropie, les associations ne fonctionneraient pas. 70% de philanthropie, vous enlevez la philanthropie en France, il y a plus d'assaut, il y a plus d'impact. Et tous les bénéficiaires qui sont accompagnés aujourd'hui, vous, moi, enfin tout le monde est accompagné par des assos, c'est mort, ça va mourir. En fait. Donc merci je veux pas du tout critiquer la philanthropie, merci la philanthropie, mais la façon dont maintenant la philanthropie donne et accorde son argent aux assos, il y a un gros problème. Ce n'est pas normal que ce soit la philanthropie qui nous dicte les projets qu'on a le droit de lancer, en fait, limite. En menant des appels à projets aux critères sur 10 pages. Mais c'est de la folie, en fait. On s'en sort plus. C'est pour ça que je suis sûre que votre assopreneuse de Hope, elle vit la même chose que tout le monde, en fait, que nous aussi on vit. C'est qu'on passe autant de temps sur le terrain à mener un impact auprès de nos bénéficiaires que à aller remplir ces appels à projets qui ne financent ni le fonctionnement, donc pas les salaires quand on est salarié ou quand on a une équipe, mais qui financeraient bien des prestataires en freelance, entrepreneurs ou autres. Voilà. Donc, et c'est complètement fou, en fait. Comment considérer qu'une association n'a pas de frais de fonctionnement? Mais c'est complètement dingue, en fait. Même si on repose à quasiment 100% sur du bénévolat, il y a des frais de fonctionnement. Et si les personnes sources veulent se pérenniser dans leur asso parce qu'elles veulent quitter leur job à 100%, elles ont besoin d'un salaire. Parce que tout le monde a besoin d'un salaire pour vivre, en fait. Donc, mais les frais de salaire ne rentrent pas dans les appels à projets, ne rentrent pas on n'a pas le droit d'avoir des frais de fonctionnement. Alors qu'il y a 20 ans, vraiment, c'était des lignes, mettez-le où vous voulez, on vous fait confiance. Et c'était formidable. Moi, j'ai connu ce temps-là. C'était le temps béni du bonheur. Et c'est devenu aujourd'hui très, très dur. Et un jour, avec avoir la tête dans l'eau, l'année dernière, j'ai fait un burn-outage des appels à projets. Alors, je veux pas utiliser ce terme à tort et à travers, mais vraiment, quand je devais continuer à répondre des appels à projets, j'étais face aux cases sur les documents en ligne à répondre.
Et j'avais des boutons, j'avais envie de vomir, j'avais envie de pleurer, et j'étais incapable d'écrire la moindre chose. Alors que dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. Je ne pouvais plus écrire la moindre ligne. Parce que à 20 ans à faire ça, ces appels à projets, mais j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai réalisé, j'ai tenté la tête de l'autre en disant, mais attends, c'est pas normal ce que je suis en train de vivre, et c'est pas normal ce que tous les assopreneurs sont en train de vivre. Donc, grâce à Beline, à votre podcast, et grâce à toutes les personnes qui me donnent la parole et je les remercie, j'essaie de passer ce message. Philanthropie, aide-nous, reviens à un programme d'action global annuel où on répartit les sous comme on veut, en investissement, en financement, en salaire, en action sur le terrain. Parce qu'une asso, c'est pas que des projets. Une asso, c'est pas un empilement de projets en mode pyramide. Une asso, c'est un être vivant qui est animé par des êtres humains qui ont besoin de vie associative, qui ont besoin de créer des liens et il faut pérenniser tout ça. Ouais, pardon, j'ai peut-être un peu monopolisé la conversation. Non, c'est vous l'invité, hein, c'est pas moi. Alors moi, il y a une question qui est là depuis tout à l'heure, c'est pourquoi association et pas coopérative, scope et tout ça, ou entreprise à mission en fait? Pourquoi choisir le statut associatif? J'adore cette question. Eh bien, je savais déjà depuis le départ que je voulais entreprendre en association. C'était pas en entreprise. Donc déjà, pour moi, c'était clair. Et en fait, la plupart des assopreneurs savent que c'est en association qu'ils veulent entreprendre, qu'ils et elles veulent entreprendre. C'est rigolo, ça. Il y a très peu de personnes qui hésitent sur le statut juridique. Je dirais que c'est peut-être 5%. Toutes les autres personnes qui viennent à nous savent et qui seraient en création savent d'avance que c'est l'associatif qui leur plaît. C'est incroyable, la force de l'engagement, en fait. Et mais alors, pourquoi? Parce que vraiment, il y a ce côté non lucratif? Oui. En fait, c'est vraiment ça. Et en tout cas, je vais parler pour moi. Moi-même, c'était ça, c'est que le statut associatif. Donc, j'ai toujours travaillé en association depuis même mon stage de fin d'études de master 2. Dès mon premier job, j'étais déléguée générale salariée d'association. Donc, c'est le statut juridique que je connais le mieux et que je trouve le plus beau. Et parce que il renvoie peut-être à plein de choses chez moi qui font que j'adore la non-lucrativité, j'adore être dans le don et j'adore le bénévolat et tout ce qu'on peut faire par la force du don, en fait, de juste se tenir la main les uns les autres. Et c'est vrai que c'est une image où on pourrait me dire, ouais, c'est un petit peu bisounours ce que tu dis, Claire, mais non, les êtres humains, on fonctionne aussi comme ça, en fait. Moi, le message que j'ai, c'est que c'est pas parce que l'économie classique a façonné le monde, et lucrative, hein, a façonné le monde depuis 2000 ans, qu'il faut continuer. Non, il y a une voie qui a toujours été là depuis 1901 et qui est de plus en plus forte avec le nombre de personnes qui décident de transitionner et d'entreprendre, qui est que non, l'économie classique et tout ce qu'elle a fait de mal à la planète, ça peut être fini en fait. Et il y a un peu en tout cas pour chez moi, il y a un peu le fait d'être le changement qu'on veut voir. C'est une phrase qui est très puissante et moi j'essaie de le faire à mon petit niveau et les assopreneurs, on est toutes des petites gouttes qui vont faire un bel océan, on l'espère, de dons et de prendre soin des autres. Donc voilà, tout le monde est vraiment porté par ça. Et peut-être qu'il y a ce lien avec l'argent. Moi, je n'ai jamais été très à l'aise. Je suis très mal à l'aise quand je suis dans une relation client-fournisseur. Je suis pas à l'aise avec l'argent, en fait. Et peut-être qu'il y a ça chez les autres personnes, pas toutes. Mais je pense que chez beaucoup de femmes, il y a ce lien avec l'argent où on n'est pas toujours très bonne pour se vendre. On n'est pas toujours, on a généralement pas assez confiance en nous. Le syndrome de l'imposteuse, je l'ai vécu aussi. Ça m'a bloqué pendant 1 an quand je me suis lancée. J'ai jamais été bloquée pendant 10 ans à diriger mes assos, même face à être la seule femme parmi des CA d'hommes, à être dans ou à être très jeune. Quand j'ai commencé, j'avais 22 ans face à que des personnes beaucoup plus âgées que moi dans des secteurs d'activité que je connaissais pas du tout. Ben, j'y suis allée quand même. J'ai pris la parole devant plein de gens sans aucun problème. Mais alors, je me lance pour être assopreneuse, bam, syndrome de l'imposteur. Je suis nulle, je vaux plus rien. C'était une catastrophe. Enfin bref. Donc voilà. Donc le statut associatif, pour moi, c'était une évidence. Et j'aimerais pouvoir peut-être dire un tout petit mot sur l'économie sociale et solidaire. Oui. Je sais pas parce que vous avez parlé d'entreprise à mission et de société coopérative, et en fait là on aborde des statuts juridiques qui sont pas forcément tous dans l'ESS. Donc est-ce que c'est ok si je fais un tout petit message? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Donc en fait l'ESS, l'économie sociale et solidaire, elle est née en 2014 officiellement par une loi, la loi Benoît Hamon 2014, qui a créé cette loi ESS. Et dedans, elle a dit, il y a différentes façons de rentrer dans cette loi. Il y a des statuts juridiques qui de fait sont dans cette loi, notamment les associations. On est 98% de l'ESS, les associations. Il y a les fondations et fonds de dotation. Il y a les mutuelles à but non lucratif. Il y a les sociétés coopératives. Donc ça, vous l'avez cité, ça c'est dans l'ESS de façon immédiate. Okay. Et puis les sociétés commerciales,
Donc les SA, SAS, SARL, enfin toutes les sociétés commerciales, elles peuvent rentrer dans l'ESS de deux façons, soit parce qu'elles vont respecter les principes fondamentaux de l'ESS, et les principes fondamentaux de l'ESS, ça a été défini donc par cette fameuse loi ESS, c'est qu'il faut une gestion démocratique, il faut une utilité collective ou sociale du projet, il faut une mixité des ressources et de la non-lucrativité individuelle, ou en tout cas une lucrativité limitée. Et donc là, il y a quelques entreprises commerciales qui rentrent là-dedans, mais il y en a très très peu en France en fait qui respectent ces principes fondamentaux. Et puis si jamais il y en a à peu près allez 800 enfin en fait en France, c'est rien du tout. Et pour aller plus loin, elles peuvent passer l'agrément ESUS, ces entreprises commerciales. Donc ESUS, c'est l'agrément entreprise sociale d'utilité entreprise solidaire pardon d'utilité sociale. C'est un agrément qui dit que vraiment on valide tout ça, c'est l'élément de plus. Mais les entreprises à mission, elles, ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire parce que l'engagement est beaucoup moins fort. C'est un premier pas, donc faut valoriser tous les pas qui vont dans le bon sens. L'entreprise à mission, c'est un premier pas. Et c'est le fait de mettre dans son cabis ou dans ses statuts de société le fait d'avoir un objet social ou environnemental et de s'engager à dédier au moins un salarié à suivre cette mission. Et tous les 2 ans, on est audité par un organisme indépendant. Mais en fait, c'est que ça, les entreprises à mission. Donc, voilà, ça ne rentre pas dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Ok. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble parce que malheureusement, on n'a pas eu l'espace toutes les deux pour faire un entretien en amont de cette interview. Donc, c'est un peu la première fois qu'on se parle aujourd'hui. Je le dis aussi aux auditeurs. Moi, dans le podcast Vérité, j'ai un message fort justement sur il serait peut-être temps d'arrêter de devoir choisir entre le lucratif et le bien commun. Et pour moi, j'en ai parlé avec différents entrepreneurs, différents porteurs de projets à mission, même de l'ESS, etc. Et enfin, cette notion de non-lucrativité, c'est vraiment ça qui crée aussi un problème. Dans mon monde idéal, une entreprise devrait être par défaut une entreprise ESS. Oui. La raison d'être d'une entreprise, c'est de contribuer à un meilleur monde, à l'évolution du collectif, au bien-être de tous. Pour moi, une entreprise doit exister. Enfin, sa raison d'être par défaut, ça devrait être ça. Oui. Et je trouve qu'on a créé un monde d'excès où soit on est là pour faire du fric et simplement pour nos intérêts personnels, soit on est là pour le don de soi, pour un engagement envers le collectif et on s'oublie complètement. Et pour moi, le vrai problème de notre société, il est là, c'est qu'il y a vraiment, on est tombé dans un excès d'un côté et de l'autre. Et je me dis, mais imaginez un instant si toutes les personnes engagées recevaient aussi à la hauteur de leur engagement. Imaginez si toutes les associations, toutes les organismes de l'ESS, si tous ces systèmes, on va dire, qui sont engagés pour le collectif, pour le bien commun, pour le bien humain et du vivant, étaient libres de prospérer. Enfin, voilà, je pense que là, on aurait un vrai shift, en fait. Donc, moi, c'est ça ma vision du monde, c'est ça mon rêve pour le monde et pour l'évolution de la société, et j'y crois profondément. Là où il faut que ça change, c'est évidemment de créer des nouveaux statuts juridiques. Il faut trouver des nouvelles phases, il faut trouver parce que dans tout ce qui existe aujourd'hui, il n'y a rien qui convient finalement pour permettre ça. Alors, vous allez me dire après, vous allez me répondre. Ouais. Là, je fais exprès, voilà, je mets vraiment là, parce que on est dans le podcast Vérité, donc on est là pour ça. Et donc, mais il y a aussi un travail intérieur à faire. Parce qu'effectivement, cette séparation entre, on va dire, le côté égocentrique et le don de soi, il part aussi d'un paradigme intérieur où on est éduqué comme ça depuis le départ, surtout en tant que fille, à devoir choisir entre l'autre ou soi. Et donc, c'est aussi moi ce que j'appelle l'intégrité. On apprend à être dans le sacrifice et la perte de notre intégrité parce que on doit toujours choisir entre l'extérieur ou l'intérieur, ou entre le spirituel et l'humain,
ou entre le féminin et le masculin, entre le spirituel ou le matériel. Enfin bref, il y a toujours un choix à faire. Et je pense que le vrai sujet, il est là. Mais le choix à faire, il est d'abord intérieur. Et quand on arrive à réconcilier tout ça, on crée un nouveau paradigme à l'extérieur. Voilà. Moi, je suis pas certaine qu'il faille créer un autre statut juridique. Après, peut-être. Mais là, en tout cas, je suis pas persuadée aujourd'hui parce que vraiment, je trouve que le statut des associations, il fonctionne très bien. Pour moi, le problème d'aujourd'hui ne vient pas du statut juridique de l'associatif, qui est historique et qui est un droit constitutionnel d'ailleurs et qui vraiment permet énormément de choses. Moi, je pense que la difficulté vient des structures, même du gouvernement, même des préfectures, même en fait tout ce qui encadre l'association, parfois a oublié ce qu'était le statut associatif et parfois peut-être que ces agents n'ont pas été suffisamment formés et on oublie pourquoi on avait créé ça au départ et on oublie ce qu'on peut faire. Parce que par exemple, quand nous depuis 3 ans, on a créé ce mot assopreneur pour dire c'est la contraction de entrepreneuriat et association. C'est en aucun cas la contraction de entreprise commerciale lucrative et association. Mais tout le monde se trompe parce qu'en fait, on a tellement été cadré par l'économie classique lucrative que on n'arrive même plus à entendre que entrepreneuriat, ça veut juste dire créer quelque chose en fait. Oui. Quel que soit un statut juridique, on peut même être entrepreneur sans créer quelque chose. Donc je pense que le souci pour moi, il vient d'un manque de formation ou d'information sur c'est quoi entreprendre. Et je pense qu'aussi que un manque d'information sur comment est-ce qu'on peut vivre de son assaut. Mais je trouve quand même que le fait d'être dans la non-lucrativité, ça décuple quelque chose, je trouve, par rapport à, alors c'est très bien que les entreprises se tournent de plus en plus vers l'ESS, remplissent les conditions de l'ESS, et de plus en plus conscience de leur impact social et environnemental. Ça, c'est magnifique, c'est très beau, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais je trouve quand même que d'être en non-lucrativité, on a tout ce que l'on fait, on le fait pour, on mesure les pour et les contre, en fait, non pas pour soi, par rapport à ce qu'on va y gagner nous, mais par rapport à ce qu'on va laisser aux autres. Et quand on parle de développement durable depuis tant d'années, où on parlait de développement soutenable au début, et quand on a commencé à prendre conscience du développement durable, c'était attendez, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Là, maintenant, aujourd'hui, tout le monde est au courant, il y a le GIEC et tout ça, mais quand ils ont commencé à en parler il y a des dizaines d'années, personne ne comprenait. Alors que dans les associations, c'est ce qu'on faisait depuis le départ, se dire attendez, qu'est-ce qu'on va laisser aux autres en fait? Parce que nous, de toute façon, c'est pas pour nous qu'on le fait. Et je trouve que ça décuple la vision et l'impact que l'on peut avoir. Par contre, là où il y a un problème, c'est que quand on est assopreneur et assopreneuse et qu'on veut créer son emploi et qu'on devient salarié de son association, on n'a droit à aucune réduction de charges sociales, alors que des sociétés coopératives qui permettent l'enrichissement personnel, qui sont donc dans la lucrativité, ont accès à des réductions de charges sociales qu'on n'a pas, nous, en association d'intérêt général. Donc, en fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas normales parce que je pense que les gouvernements et tout ça ont oublié ce que c'était et ont oublié d'avancer avec l'assopreneuriat, en fait. Parce que nous, les assopreneurs, on n'est pas les premières, on sera pas les dernières. On n'a pas inventé ce concept. Il existe depuis toujours 1 500 000 associations. Enfin, c'est énorme. Alors, certes, il y a 20% d'associations qui sont dites sportives, clubs sportifs. Donc, allez, on peut enlever. Combien vous avez dit? Les clubs sportifs, c'est 20%. Et c'est vrai que nous, on n'a pas quasiment pas de représentation de clubs sportifs parce que on a vraiment, nous, dans cet esprit de gens qui se sentent entrepreneurs, en fait. Mais ça fait que ça reste quand même énormément d'associations entrepreneuses, en fait. Mais toujours dans le respect de la non-lucrativité. Donc voilà. Je trouve ça très intéressant qu'on en discute et j'aime beaucoup entendre votre point de vue. Et pour l'instant, je suis pas certaine qu'il faille tout remettre en cause, mais je pense qu'il faudrait juste raccrocher les loupiottes, en fait, sur le fait que la philanthropie revienne à des fonds où on peut répartir nous-mêmes les sous, et sur le fait qu'on ait accès aux charges sociales, aux réductions de charges sociales qu'ont des sociétés lucratives. C'est un truc de dingue, quoi, là-dessus. Oui. Et puis je pense que cette non-lucrativité, je comprends le côté non-lucrativité du dirigeant. Mais ce qui me gêne, c'est que du coup, on coupe la lucrativité collective. Oui, alors voilà, là, c'est autre chose. Voilà. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est pourquoi on n'aurait pas le droit à créer de l'argent de façon collective. Voilà. Alors, comme par exemple, en statut associatif, pourquoi, par exemple, s'il y avait du profit à la fin d'un exercice, pourquoi ça pourrait pas être redistribué aux membres de l'association, par exemple, ou quelque chose comme ça? Eh ben ça, c'est ce que vous dites là, c'est cette fameuse part des 30% max de vente commerciale qu'on a le droit de réaliser dans notre modèle économique total. On n'a pas le droit de faire plus que 30% de ça. Exactement.
Et c'est vrai, peut-être que si on avait le droit de faire un peu plus que ces 30%, ça aiderait parce que, en fait, on se rend compte que ce qu'on fait pour nos bénéficiaires, pour avoir un impact, on le fait souvent gratuitement pour eux. Ça fait partie un peu du principe de philanthropie. Les associations, il faut pas payer pour être bénéficiaire d'une asso. Sinon, voilà, c'est jamais nos bénéficiaires ne sont pas des clients. On le fait pour eux gratuitement ou avec une petite contribution symbolique que les personnes souhaitent donner, par exemple 1 euro, pour aussi être acteur et actrice de ce qu'on fait pour eux, ou rien ou zéro. Euh, donc, et en fait, on se rend compte que les activités qu'on fait pour ces personnes-là, on devient en fait expert de notre zone de génie. Voilà, nous, les assopreneurs, on devient Mhm. expert de l'impact que l'on a. Et en fait, on se rend compte que cet impact que l'on a, eh bien, il y a des personnes qui pourraient avoir envie de l'avoir, d'en bénéficier et de payer pour ça. Mhm. Ça s'y prête pas pour toutes les assos, ça s'y prête pas pour toutes les causes, hein, on est d'accord. Mais beaucoup, ça s'y prête. Et donc, en fait, on peut transformer cette action solidaire qui est gratuite pour nos bénéficiaires. Hop, on le transforme un peu en produit ou service qu'on va vendre à des gens qui peuvent payer, qui veulent payer à une asso pour justement aider l'aspect solidaire à côté. Ce que vous disiez, l'aspect lucratif qui, hop, ruisselle sur l'aspect Mhm. non lucratif. Mais ça, on est limité à 30%. Donc là Mhm. aussi, je pense que là-dessus, moi, je partage votre avis. Si on pouvait faire au moins 50-50, Mhm. ça nous aiderait énormément parce qu'il y a des personnes qui développent des formules qui sont hyper intéressantes. Les entreprises en fait de plus en plus se tournent vers les associations pour animer leur team building, leur journée d'équipe, pour former leurs Mhm. salariés à plein de sujets, pour les sensibiliser Ouais, à plein de sujets. bah oui. Donc il y a plein de choses à faire avec les entreprises qui nous aideraient à financer nos assos et qui aideraient à financer l'aspect solidaire. Mais là complètement d'accord. Mais par contre, on reste toujours dans un collectif non lucratif complètement. Ça serait intéressant. Mm. Oui, vous parliez des 30%, Mm. d'avoir au moins peut-être 50%. Moi, ce qui me vient aussi, c'est ben, il y a un budget de fonctionnement, mais ce budget de fonctionnement, il peut avoir besoin d'augmenter d'une Mm. année sur l'autre, il peut avoir besoin de doubler, de tripler. Donc peut-être de se baser aussi euh, sur un coût de fonctionnement à venir et pas passé. Ah oui, très intéressant. Mm. Et aussi sur, on parle du BFR dans une Mhm. entreprise commerciale, on pourrait y avoir aussi un BFR associatif, mais par rapport au projet à venir. Donc, Complètement. pourquoi une association n'aurait pas le droit d'avoir une trésorerie suffisante pour couvrir, par exemple, 6 mois ou un an de BFR? Exactement. Enfin voilà, je veux dire, il y a des sujets de gestion Mm. qui nécessitent de l'argent. Pour continuer sur ce sujet de la lucrativité, euh, je remets les pieds dans le plat. Je trouve, et puis je précise aussi que j'ai une très mauvaise connaissance du secteur associatif, etc. Donc je fais exprès de mettre les pieds dans le plat parce que je me dis que peut-être qu'il y a des auditeurs qui se posent les mêmes questions, ou peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas entreprendre en statut associatif justement parce que ça leur fait peur le côté non lucratif. Oui. Mais donc, non lucratif, oui, mais je trouve qu'il y a un déni quelque part parce que bah, pour qu'il y ait philanthropie, il faut quand même qu'il y en ait d'autres qui gagnent de l'argent, Oui, complètement. ou il faut qu'on ait des conjoints qui gagnent de l'argent. Pour moi, le côté associatif a quand même un peu de déni parce qu'on dit oui, je veux être engagé, je veux pas gagner d'argent, mais n'empêche qu'on a besoin que d'autres gagnent de l'argent pour nous. Je dis nous en tant qu'assopreneurs. Donc je trouve qu'il y a il y a une forme de déni comme ça et voilà, je voulais un peu mettre les pieds dans le plat de ce sujet-là pour savoir comment vous voyez ça. Enfin, on est quand même, moi, ma vision du nouveau monde, évidemment qu'un jour, je me dis, l'argent aura peut-être plus sa place Oui, dans notre société. oui, C'est ce que je souhaite. Mais je me dis, entre là où on est aujourd'hui et un monde sans argent, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin et ce chemin, il est avant tout intérieur en termes de confiance en soi, d'estime de soi, de comment j'assume mes dons, mes talents, mes visions, mes idées, sans avoir besoin de comparer la valeur que ça en a sur un certain marché. Donc, on a quand même beaucoup de chemin en termes, ne serait-ce que d'estime de soi. Parce que l'argent sert aussi à ça, à comparer notre valeur intérieure, même si on n'aime pas ça, mais n'empêche que ça sert quand même encore à ça. Donc, donc voilà, aujourd'hui, oui, le monde associatif, mais on dit associatif, dit non lucratif, dit engagement pleinement dans le don de soi. oui, Mais pour réussir ça, il faut quand même que vous soyez soutenu matériellement d'une autre façon, par
peut-être les mécènes, par la philanthropie, par les dons, par du bénévolat, parce que pour qu'il y ait des bénévoles, bah, il faut aussi que ces bénévoles aient un soutien financier ou matériel d'une autre façon. Enfin, vous voyez, donc il y a quand même, je trouve, un peu un espace flou dans, dans tout ça, et j'aimerais bien qu'on crée cet échange ensemble, si vous êtes d'accord. Volontiers. C'est, c'est la première fois qu'on me dit ça, parce que, alors j'ai entendu beaucoup de choses sur l'associatif et sur les préjugés, les idées reçues, les flous. J'en discute mais on m'a jamais posé proposé cet angle de discussion et je trouve c'est très intéressant. Donc, vous êtes la première, Ombeline, voilà, à me partager ça. Mhm. Euh, nous, les associations, et je parle que pour celles que je connais, en tout cas, Ouais. c'est les personnes qu'on accompagne, et puis je parle aussi par rapport à Chloé et moi, je parle pas pour toutes les autres, hein, voilà, je parlais pour les 500 qu'on a accompagnés depuis 3 ans. Je pense on a bien conscience de ça, que nous, on décide d'entreprendre dans la non-lucrativité, mais qu'on va Mhm. faire appel aux personnes qui ont peut-être gagné de l'argent grâce à la lucrativité, ou peut-être aux personnes qui ont de l'argent parce que c'est du patrimoine. On a quand même Mhm. je crois que la plus grande injustice en France, c'est la richesse patrimoniale et pas tellement celle qu'on crée, et beaucoup moins celle qu'on crée pendant sa vie, mais c'est vraiment celle dont on hérite. Voilà, donc on a bien conscience, je pense, qu'on va aller chercher cet argent-là, l'argent qu'on hérite ou l'argent qu'on gagne dans sa vie. On va faire appel à la générosité du public et ou des mécènes et ou des entrepreneurs et ou des personnes qui ont un certain patrimoine, qui sont riches, quoi. En fait. Oui, on a conscience de ça, mais en fait, en gros, nous, on fonctionne avec le monde dans lequel on vit. Ce monde dans lequel on vit, c'est le monde de la lucrativité, comme vous disiez, à excès même d'ailleurs. Si le monde était différent, bah peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'association en fait. Si le monde avait été différent, peut-être qu'il y aurait un autre statut juridique existant, peut-être qu'il y aurait pas de statut juridique, peut-être il y aurait peut-être pas d'argent. Enfin, en fait, Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je pense oui, que si vraiment on veut un monde différent, il aujourd'hui, faudrait il tout n'y a repenser. pas, voilà, il n'y a pas de statut juridique qui correspond à un monde idéal. Non, oui, complètement. Il existe, non, exactement. Donc en fait, nous, en fait, vraiment, moi, je sens chez les entrepreneurs et on le partage aussi avec Chloé, nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'autre chose est possible. En fait, on Mhm. a envie de montrer goutte après goutte, assaut par assaut, petit point d'impact par petit point d'impact, parce on est très très nombreux en France à avoir des impacts plus ou moins importants. Parce que les très très grosses assos comme la Croix-Rouge, le Petit Frère des Pauvres, Médecins sans Mhm. frontières, qui sont magnifiques et qui ont un impact de ouf, ça c'est 0,01% des associations en France. Voilà, les 99,99% des autres associations sont des associations qui ont quasiment moins de 3 salariés en fait. Voilà, donc Mhm. l'assopreneuriat c'est vraiment le monde le plus c'est la représentation la plus large des associations en France. Vraiment, on représente vraiment ces associations-là qui ont 0 salarié ou moins de 3 salariés à peu près. Et ce sont tous ces milliers et millions d'impacts qui font que on montre qu'autre chose est possible. Donc je dirais que moi je sais pas si je suis dans le déni, mais c'est très intéressant parce que j'aime beaucoup ce que vous venez de Mhm. me partager là. Donc je vais y réfléchir et en parler avec ma cofondatrice, que ça me touche beaucoup. Mais je pense qu'on est dans l'envie de créer une discussion, en tout cas de montrer une autre voie est possible, oui. Mhm. Oui, il y a une autre voie qui est possible, et c'est un peu là que j'avais envie qu'on arrive dans notre discussion. C'est Mhm. cette autre voie possible. Elle est ni dans l'excès financier, ni dans l'éloignement, enfin, ni dans le non lucratif total. Je pense qu'il y a un peu cette troisième voie à trouver, de réconciliation, d'union, d'unité, de comment on fait ensemble, comment on grandit et comment on prospère ensemble. Et voilà, je sais qu'on partage des valeurs en lien avec le vivant, la préservation de notre planète, etc. Pour moi, la prospérité et l'abondance font partie du vivant. Et donc, pourquoi nos organisations, nos systèmes et notre économie ne seraient pas reliés à cette prospérité, à cette abondance du vivant? Voilà. Mais pour ça, on a besoin de changer des choses en nous, Oui. dans nos fonctionnements, dans nos process, évidemment dans notre législation, dans l'administration, etc. Il y a beaucoup de choses à changer. Et, ça me tient vraiment à cœur, et je vous remercie encore d'avoir été aujourd'hui dans ce podcast, et notamment pour le podcaston, parce que le podcaston, ça parle des associations. Oui. Euh, je, voilà, il y a vraiment un message qui est: faisons cette réconciliation en nous,
pour que on ne soit plus dans le rejet de l'argent, mais pour qu'on l'utilise pour le bien commun. Et on n'a pas besoin de le mettre de côté pour le bien commun, puisque de toute façon, il est là. Donc autant l'accepter pleinement comme ressource. Mais c'est mon ami Christian Junot qui dit ça aussi. C'est ce qu'il faut changer, c'est la relation qu'on a avec l'argent. Et, et donc voilà. Donc euh, j'espère que notre conversation est le début aussi de quelque chose. J'espère que cette réflexion pourra se poursuivre. Moi, je serais très heureuse d'intervenir chez Assopreneur Oh, si vous avez envie qu'on merci. aborde ce sujet de la conscience de l'argent. Ça fait partie de mes expertises. Donc si ça peut Oh. être avec grand plaisir d'en reparler, Claire. Ah bah, je dis Euh, oui, oui, 1000 fois, merci. Et merci beaucoup. Avec grand, grand plaisir. Merci. et euh, Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté à cette conversation, Claire, pour que ça vous semble complet et pour que vous passiez le message que vous vouliez passer dans ce podcast? Eh bien, déjà encore un grand merci à vous, Ombeline, de nous donner cet espace-là. Merci aux podcastons, parce que alors, les Mm. podcasteurs sont tellement généreux, donc merci. Le message, c'est que, comme toutes les associations, on a besoin de cet argent pour fonctionner, pour financer notre impact auprès de nos bénéficiaires. Donc, si ce qu'on a partagé vous a touché ou intéressé, ben, n'hésitez pas à me contacter pour peut-être continuer la discussion qu'on avait avec Ombeline, si ça vous intéresse aussi. Moi, j'aime beaucoup discuter, échanger, partager les points de vue. Si vous avez envie de nous soutenir, 1 euro nous aide. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un don à Sopreneur. Tout cet argent sera redistribué pour avoir un impact auprès des associations qui prennent soin des autres. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si jamais vous avez envie de vous lancer en association, ou si vous avez envie d'essayer ou de prendre soin des autres, vous aussi, si vous avez senti une cause profonde en vous, et que vous vous sentez indigné, vous avez le c'est pas normal que qui monte, ben moi je vous invite à vous lancer, à commencer à prendre soin des autres autour de vous avec cette association et d'avoir conscience que si vous le souhaitez un jour, vous pourrez créer votre emploi dedans. Alors, on gagne pas des milliers des cents parce qu'on est toujours limité par notre budget, hein, mais on peut créer un petit salaire, en tout cas, et réussir au fur et à mesure des années à monter sur un salaire un peu plus important. Mais vous pouvez prendre soin des autres vous aussi et être ce fameux changement en attendant qu'on arrive à un modèle peut-être très différent ou comme on l'a échangé avec Ombeline. Donc, voilà, juste allez-y. La Sopreneur, tout est possible. C'est magnifique d'être dans le don et d'être dans la non-lucrativité. Et je suis là pour en discuter avec vous. Et voilà, ce que je voudrais peut-être partager en ligne, c'est une ouverture de... Je suis là, en discutons-en. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Ombeline, de m'avoir invité. Oui, puis ce qui est important, que ce soit à l'associatif ou toute autre chose, enfin, c'est tellement important de répondre à notre grand pourquoi Oui. et, et de l'honorer. Et peut-être qu'effectivement, ça passe par créer une association. Mais ce que j'aimerais peut-être rajouter en complément de toute votre proposition, c'est euh, quand on est délégué général d'une association ou quand on est salarié ou quand on a fondé une association, il y a peut-être aussi d'autres canaux d'abondance à ouvrir Mhm. pour que l'association reste une association. Mais peut-être que quand on s'autorise aussi quand même ce côté lucratif pour soi, parce que plus on s'autorise à recevoir, plus on peut aussi donner à son association et à ce qu'elle représente. Il y a peut-être aussi plein d'autres sources de revenus à activer qui permettent de rester non lucratifs dans l'association. Et ça, c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec les femmes que j'accompagne, de d'ouvrir le canal d'abondance de différentes façons. Euh, voilà, je pense que ça fait partie de la transformation du dirigeant d'une association. Merci. Claire, une question que je pose Oui. toujours à la fin du podcast, c'est qui aimeriez-vous entendre dans le podcast Vérité? Ah, c'est une super bonne question. Moi, j'aimerais entendre alors, c'est parce que c'est le sujet qui me touche le plus. Alors, j'ai peut-être pas une personne en particulier, mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont des femmes entrepreneuses euh, du monde lucratif, qui sont en accord avec l'argent justement, qui sont en accord avec elles-mêmes et qui partagent justement leur position vis-à-vis de ça, comment elles mènent leurs entreprises, comment elles gagnent de l'argent, peut-être comment elles essaient de faire ruisseler avec des associations. Mhm. Donc voilà, j'aime toutes les femmes chefs d'entreprise. Moi, l'entrepreneuriat m'a toujours passionnée.
J'ai travaillé donc 10 ans avec des associations d'entreprises, dont tous mes adhérents étaient des entreprises. C'est quelque chose quand même que j'aime aussi, hein, j'aime l'entreprise. Je dis pas que c'est pas beau. Donc voilà, j'aime entendre des femmes entrepreneuses qui ont dépassé le syndrome de l'imposteuse, qui ont réussi à enclencher cette abondance pour leur entreprise en tout cas. Moi, ça me passionne, ça m'inspire énormément. Et d'ailleurs, j'aimerais énormément créer un cercle de femmes entrepreneuses du monde lucratif qui souhaiteraient soutenir les femmes entrepreneuses du non lucratif via Assopreneur. On est en train d'imaginer comment peut-être aller lancer une sorte de, là on revient sur la philanthropie, mais sur un cercle de soutien comme ça, femme à femme en fait. Voilà. Oui, un peu les business angels de l'associatif. Oui, sauf que là on récupère pas sa mise après. C'est ça. Voilà. Mais oui, voilà, ouais. Voilà, d'autres femmes, voilà, des femmes entrepreneuses de l'économie classique qui cartonnent, quoi. Il y en a déjà dans le podcast. Oui, là, je suis en train de me faire tous les épisodes. J'ai commencé avec le dernier, là, en cours, et puis après, je vais remonter tous les épisodes jusqu'au début. Et puis, je viens effectivement de terminer aussi la mini-série Permission de réussir. J'adore. Que vous pouvez écouter. Ça résonnera aussi avec les échanges d'aujourd'hui. Génial. Un immense merci Claire et j'espère qu'on pourra poursuivre nos échanges. Alors oui, je voulais préciser à propos de philanthropie, etc., c'est que le podcast Vérité est gratuit, mais moi, il me coûte de l'argent. C'est certain. Oui. Du temps, de l'énergie et de l'argent. Exactement. Donc voilà, un épisode de podcast, c'est à peu près 500 €. Oui, complètement. Minimum. Voilà, minimum. Et les donc, je profite. Voilà, et je profite aussi que ça soit un épisode dédié au podcaston pour rappeler que être podcasteur, ça coûte de l'argent aussi. Et donc, c'est important de soutenir les podcasts. Il y en a certains qui fonctionnent par le sponsoring, mais on fonctionne pas tous de cette façon. Donc, voilà, moi, je suis en train de réfléchir à est-ce que justement, je ferai un appel aux dons pour le podcast Vérité. C'est une réflexion qui est là et voilà, donc je fais un appel aux auditeurs. S'il y en a qui fonctionnent de cette façon chez les podcasteurs, ça m'intéresse d'avoir cette discussion. Et peut-être d'ailleurs que je pourrais avoir un invité podcasteur pour qu'on parle du modèle économique d'un podcast. Ça serait très intéressant aussi. Vraiment. Un grand merci Claire. Merci Ombélie. Avoir le plaisir de rencontrer Chloé prochainement. Oui. Et puis allez visiter le site de Assopreneur. C'est .org. C'est .org, oui. .org pour en savoir plus, pour vous faire accompagner si vous voulez créer ou pérenniser votre association. Et voilà, puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement dans le podcast Vérité. Donc, c'était un épisode un petit peu spécial. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous encourage donc aussi à aller voir, au-delà de assopreneur.org, d'aller voir le site podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres podcasts. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire, comme je vous le disais, une promesse de don aussi pour l'association Assopreneur et pour toutes les autres associations que vous découvrirez dans le podcaston. En tout cas, un immense merci pour votre fidélité et votre soutien dans le podcast Vérité. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.